Il descendit comme chaque matin, costume noir, pas sur le marbre. Dans l'angle, une fillette immobile comptait ses respirations. 3 hommes à 5 mètres, oreillettes muettes, gestes parfaits. Elle avait entendu, quand il monte, 15 secondes. Doigts crispés, carrosserie noire. Elle courut, cria en 2 langues. Il hésita, pivota, brisa la cadence. Le temps se plia avant l'étincelle. Certains moments changent, tout à jamais. La brume matinale enveloppait Lyon comme un linceul gris, masquant les tours de verre qui percèrent le ciel. Dans ce labyrinthe urbain, où l'argent sale se lavait en investissement légitime, un homme régnait sur un empire bâti dans l'ombre. Vincent Moreau n'était pas simplement riche, il était intouchable. 43 ans, costume sur mesure, regard d'acier qui ne sciait jamais. Les journaux le présentaient comme un magnate de l'immobilier. La police savait qu'il était autre chose. Le complexe Moreau dominait le 2e arrondissement. Ses façades de marbre noir reflétant un pouvoir qui ne se nommait jamais. Derrière les vitres blindées, Vincent orchestrait des affaires qui ne figuraient dans aucun registre officiel. Ses employés le craignaient avec une dévotion silencieuse. Ses rivaux disparaissaient sans laisser de traces. Il avait appris depuis longtemps que la vraie force ne se montrait jamais. Elle se ressentait. Ce matin-là, comme tous les autres, Vincent descendit de son appartement privé au dernier étage. L'ascenseur glissa sans bruit, transportant un homme qui ne connaissait ni doute ni faiblesse. Ses pas résonnèrent sur le marbre, métronome implacable d'une existence parfaitement contrôlée. Autour de lui, l'activité se figeait. Les conversations s'interrompaient. Les regards se détournaient. Il était devenu une force de la nature, belle, terrifiante, inévitable. Mais dans la petite cour intérieure du complexe, loin des caméras de surveillance et des micros cachés, existait un fragment de monde ordinaire. Madame Chen tenait un modeste stand de nouilles, installé là grâce à un permis obtenu dans des circonstances que personne ne questionnait. Sa fille Jade, 9 ans, passait ses matinées assise sur les marches de l'entrée secondaire, observant ce ballet de pouvoir avec des yeux qui comprenaient plus qu'ils ne le laissèrent paraître. Vincent avait remarqué cette présence discrète. L'enfant ne détournait jamais le regard quand il passait. Elle ne tremblait pas comme les autres. Cette absence de peur l'intriguait, lui qui avait fait de la terreur un art subtil. Mais il ne s'était jamais arrêté. Les faibles n'existaient pas dans son univers. Ils étaient des ombres, des détails négligeables dans la géométrie parfaite de son contrôle. Ce jour-là, pourtant, quelque chose troublait l'harmonie habituelle. Les 3 gardes du corps qui l'accompagnaient habituellement semblaient différents. Leurs gestes étaient trop mesurés, leur position trop étudiée. Chen, l'ancien membre de la triade hongkongaise qui dirigeait sa sécurité personnelle depuis 15 ans, était absent, officiellement en congé médical. Ses remplaçants portaient les mêmes costumes, les mêmes oreillettes, les mêmes regards vides. Mais Vincent sentait quelque chose d'imperceptiblement décalé, comme une note fausse dans une symphonie parfaite. Jade observait ces hommes depuis 1 heure. Ils se tenaient près de la Mercedes blindée, échangeant des murmures en mandarin qu'ils croyaient indéchiffrables. Mais la fillette avait grandi dans les 2 langues, naviguant entre le français de l'école et le chinois de la maison. Les mots qu'elle entendait la glaçaient d'effroi. Quand il montra, compte 15 secondes. L'explosion doit sembler accidentelle. Après ça, on disparaît. La peur s'insinua dans son ventre comme une lame froide. Ces hommes parlaient de tuer quelqu'un. Et ce quelqu'un était l'homme au costume noir qui passait chaque matin, celui que tout le monde craignait mais respectait, celui qui avait permis à sa mère d'installer son stand sans poser de questions embarrassantes. Jade ne comprenait pas les complexités du monde adulte, mais elle savait reconnaître le mal quand elle l'entendait. Vincent sortit du bâtiment à 10 heures précises, comme chaque jour. Ses pas claquaient sur le pavé mouillé, rythmant une marche vers ce qu'il ignorait être sa mort. Les gardes se redressèrent, mains glissant imperceptiblement vers leurs armes. Le piège était en place. Dans quelques secondes, l'homme le plus dangereux de Lyon monterait dans un cercueil d'acier et de feu. C'est alors que Jade se leva. Ses jambes tremblaient, mais quelque chose de plus fort que la peur la poussait en avant. Elle courut vers Vincent, ses petites chaussures claquant sur les dalles. Les gardes la regardèrent avec surprise. Personne n'approchait jamais Vincent Moreau sans y être autorisé. Personne n'osait briser le cercle invisible de respect et de terreur qui l'entourait. « Monsieur !» cria-t-elle, essoufflée par sa course et par l'audace de son geste. Vincent s'arrêta, sourcils froncés.
Cette interruption était si inattendue, si improbable, qu'elle perçait son blindage habituel. Il regarda cet enfant qui osait lui adresser la parole, cette fillette aux joues rouges et aux yeux brillants d'urgence. « Ne montez pas dans la voiture », dit-elle en français, puis répéta en mandarin les mots terribles qu'elle avait entendus. Les gardes échangèrent des regards rapides. L'un d'eux fit un pas vers l'enfant, mais Vincent leva la main, un geste minimal qui figea l'homme sur place. Dans ce silence tendu, Vincent étudiait le visage de Jade. Il avait survécu 20 ans dans un monde où la paranoïa était une vertu et la confiance un luxe mortel. Son instinct, aiguisé par des décennies de trahison et de coups bas, lui murmurait que cet enfant disait la vérité. Mais accepter cette vérité signifiait reconnaître qu'il avait été aveugle, que ses défenses avaient été percées, que quelqu'un avait réussi à infiltrer son cercle le plus intime. Les secondes s'étiraient comme des heures. Les gardes attendaient, mains crispées sur leurs armes. Jade reculait lentement, terrifiée par l'intensité du regard de Vincent. Et quelque part dans cette tension électrique, le destin d'un empire criminel basculait sur les mots d'une enfant de 9 ans. Vincent sentit le froid de l'acier sous sa peau. Ses yeux scrutèrent les visages des 3 hommes qui l'entouraient, cherchant dans leurs micro-expressions les signes qu'il avait appris à déchiffrer depuis ses débuts dans les rues de Marseille. L'un d'eux avait la main droite légèrement crispée. Un autre évitait son regard direct. Le 3e transpirait malgré la fraîcheur matinale. Des détails imperceptibles pour un civil, mais criants pour quelqu'un qui avait survécu à 15 tentatives d'assassinat. « Recule-toi, petite », murmura-t-il à Jade sans quitter les gardes des yeux. Sa voix était douce, presque paternelle, mais portait en elle cette autorité naturelle qui faisait plier les hommes les plus durs. L'enfant obéit, se réfugiant derrière les colonnes de marbre de l'entrée. Vincent fit alors quelque chose d'inattendu. Il sourit. Un sourire froid, calculateur, qui n'atteignait jamais ses yeux. « Messieurs, » dit-il en s'adressant aux faux gardes, « j'ai changé d'avis. Je prendrai la voiture de réserve aujourd'hui. » Il fit un geste discret de la main gauche, signal que seuls ses véritables hommes connaissaient. Aucun des 3 ne réagit. La confirmation était là, brutale et définitive. Ces hommes n'étaient pas les siens. Le premier garde, un homme aux cheveux gris qui se faisait appeler Dubois, sentit la situation lui échapper. Ses instructions étaient simples. Faire monter Moreau dans la Mercedes, déclencher l'explosion à distance, disparaître dans la confusion. Mais maintenant le plan s'effritait seconde par seconde. Il échangea un regard rapide avec ses complices. Ils avaient 3 options. Abandonner la mission, improviser, ou passer au plan B, beaucoup plus sale et risqué. « Monsieur Moreau », commença Dubois, « la voiture de réserve n'est pas disponible. Problème de moteur ce matin. » Sa voix restait professionnelle, mais Vincent détecta la tension sous-jacente. C'était un bon acteur, mais pas assez pour tromper quelqu'un qui avait fait du mensonge une seconde nature. Vincent acquiesça lentement, comme s'il acceptait l'explication. Puis, sans prévenir, il se dirigea vers l'entrée du bâtiment. « Dans ce cas, je reporterai mon rendez-vous. Appelez Bertrand. Dites-lui que j'arriverai cet après-midi. » Il parlait d'une voix normale, mais chaque pas qu'il faisait vers la sécurité du hall d'entrée était calculé. Derrière lui, il entendait les 3 hommes échanger des murmures urgents en mandarin. Jade observait la scène depuis sa cachette, le cœur battant. Elle comprenait les bribes de conversation des faux gardes. Il sait. On fait quoi maintenant? Beijing ne pardonnera pas un échec. Ces mots la terrorisaient, sans qu'elle en comprenne toutes les implications. Mais elle savait qu'elle venait de déclencher quelque chose de dangereux, quelque chose qui la dépassait complètement. Soudain, Dubois prit sa décision. Il glissa la main sous sa veste, cherchant l'arme dissimulée dans son holster d'épaule. Le mouvement fut fluide, professionnel, mais Vincent l'attendait. Dans ce monde de violence silencieuse où il évoluait depuis 25 ans, la survie dépendait de ces microsecondes d'anticipation. Il se jeta sur le côté au moment où Dubois dégainait. La première balle siffla à quelques centimètres de sa tête, pulvérisant le marbre de la colonne derrière lui. Jade hurla, un cri perçant qui déchira le silence feutré de la cour. Vincent roula au sol, utilisant les jardinières comme protection temporaire. Ses propres hommes, alertés par les coups de feu, jaillirent du bâtiment comme des fauves libérés de leur cage. Marcus, son lieutenant depuis 10 ans, apparut le premier, Glock au poing. Ancien légionnaire, il avait cette précision chirurgicale qui faisait de lui un tueur redoutable. Sa première balle atteignit Dubois en pleine poitrine, l'envoyant s'écraser contre la Mercedes.
Le deuxième assassin riposta, transformant la cour paisible en zone de guerre urbaine. Vincent rampa vers Jade, terré derrière sa colonne. L'enfant tremblait de tous ses membres, les mains plaquées sur les oreilles, pour échapper au fracas des détonations. « N'aie pas peur », lui murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Je ne laisserai personne te faire du mal. » Ces mots, prononcés par l'homme le plus dangereux de France, portaient une sincérité troublante. Pour la première fois depuis des années, Vincent protégeait quelqu'un sans calcul, sans arrière-pensée. La fusillade dura moins de 2 minutes. Quand le silence retomba, 2 des assassins étaient morts, le troisième agonisant sur le pavé ensanglanté. Marcus s'approcha de Vincent, inquiet malgré son professionnalisme habituel. « Boss, vous êtes touché ?» Vincent secoua la tête, serrant toujours Jade contre lui. Non, grâce à elle. Les sirènes commençaient à retentir au loin. La police arriverait dans 5 minutes, suivie des ambulances et des médias. Vincent connaissait le protocole. Ses avocats étaient déjà en route. Ses contacts dans la préfecture préparaient la version officielle. Tentative de braquage qui avait mal tourné. Légitime défense. Aucune charge ne serait retenue contre lui. Mais pour l'instant, il regardait cet enfant qui venait de lui sauver la vie. Jade levait vers lui des yeux encore humides de larmes, mais où brillait quelque chose d'indéfinissable. Elle n'avait pas fui pendant la fusillade. Elle ne semblait pas terrifiée par qui il était vraiment. Cette absence de jugement le troublait profondément. Madame Chen accourut, affolée par les coups de feu. En voyant sa fille dans les bras de Vincent Moreau, elle s'immobilisa, partagée entre reconnaissance et terreur. Cet homme pouvait d'un geste faire disparaître sa famille ou la protéger à vie. Vincent lui adressa un regard rassurant. « Votre fille a beaucoup de courage, Madame Chen, plus que la plupart des hommes que je connais. » Il reposa délicatement Jade au sol, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Jade » répondit-elle d'une petite voix. « Jade Chen. » Vincent sourit, un vrai sourire cette fois. « Eh bien, Jade Chen, tu viens de gagner ma protection. Pour toujours. » Les policiers entraînent maintenant dans la cour, armes au poing, mais déjà moins tendus, en reconnaissant Vincent. Inspecteur Moreau, aucun lien de parenté malgré le nom, s'approcha avec la déférence contrainte de quelqu'un qui connaît les limites de son pouvoir. « Monsieur Moreau, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?» Vincent se releva, redevenant instantanément l'homme d'affaires irréprochable. « Tentative d'enlèvement, inspecteur. Heureusement, mes hommes étaient vigilants. » Il ne mentionna pas Jade, la protégeant instinctivement des complications qui pourraient en suivre. Dans son monde, les témoins avaient tendance à disparaître. Pendant que les techniciens photographiaient les corps et que les journalistes commençaient à arriver, Vincent observait Jade qui se serrait contre sa mère. Cet enfant avait fait quelque chose d'extraordinaire. Dans un moment de pur courage, elle avait choisi de protéger un homme que tout le monde craignait. Cette innocence, cette générosité spontanée, réveillait en lui des émotions qu'il croyait mortes depuis longtemps. Le reste de la journée se déroula selon le script habituel. Interrogatoire de routine, déclaration à la presse, réunion de crise avec ses lieutenants. Mais l'image de Jade ne quittait pas son esprit. Cette petite fille avait vu quelque chose en lui que personne d'autre ne voyait. Pas un monstre, pas un criminel, juste un homme en danger qu'il fallait aider. Cette nuit-là, dans le silence de son Pentus blindé, Vincent Moreau prit une décision qui allait changer le cours de 2 vies. L'aube suivante trouva Vincent immobile devant les baies vitrées de son bureau, contemplant Lyon qui s'éveillait sous ses pieds. Les événements de la veille avaient fissuré quelque chose en lui, une certitude qu'il portait depuis l'adolescence, que la faiblesse était mortelle, que l'émotion était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Pourtant, l'image de Jade lui revenant sans cesse, il sentait une transformation sourde s'opérer dans les profondeurs de son être. Marcus entra sans frapper, privilège gagné par 15 ans de loyauté absolue. « Boss, on a identifié les commanditaires. » Il posa un dossier sur le bureau d'ébène. « Triade de Shanghai. Il voulait te prendre le contrôle de nos opérations portuaires. » Vincent acquiesça sans surprise. Dans son univers, la mort était un outil de négociation comme un autre. Ce qui l'étonnait davantage, c'était de se sentir reconnaissant d'être encore en vie pour voir un nouveau jour. « Et la famille Chen ?» demanda-t-il, surprenant Marcus par cette question inattendue. Son lieutenant consulta ses notes. Situation précaire. Madame Chen travaille 16 heures par jour pour payer un studio de 20 mètres carrés. La petite va à l'école publique de Bellecour. Aucune aide sociale, aucun soutien. Vincent hocha la tête lentement. Dans son monde de luxe et de pouvoir,
Il avait oublié que l'existence pouvait être si fragile, si incertaine. Il prit une décision qui stupéfia Marcus. « Je veux que tu arranges un accident. » Le lieutenant se raidit, main glissant instinctivement vers son arme. « Quel genre d'accident, boss ?» Vincent sourit, savourant la confusion de son homme de confiance. Le genre d'accident qui fait qu'une mère de famille découvre soudainement qu'elle a hérité d'un petit local commercial dans le 6e arrondissement, avec bail amphithéotique et fonds de commerce inclus. Marcus cligna des yeux, ne sachant s'il devait rire ou s'inquiéter pour la santé mentale de son patron. Vincent Moreau ne donnait jamais rien. Il prenait, négociait, échangeait, mais la générosité gratuite n'existait pas dans son vocabulaire. « Boss, vous êtes sûr que… » « Fais-le » coupa Vincent d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Et arrange-toi pour que ça paraisse naturel. » Succession d'un oncle éloigné. Quelque chose comme ça. Dans l'après-midi, Vincent fit quelque chose d'encore plus inhabituel. Il quitta le complexe sans garde du corps, conduisant lui-même sa BMW blindée vers l'école de Bellecour. Il se gara à distance respectueuse de la grille, observant les enfants qui sortaient en courant, leur rire cristallin contrastant avec le silence feutré de son habituelle existence. Jade apparut parmi les derniers, son cartable trop lourd pour ses petites épaules. Elle marchait lentement, perdue dans ses pensées d'enfant. Vincent la regarda s'éloigner et ressentit quelque chose d'indéfinissable, une tendresse qu'il ne se connaissait pas, un instinct protecteur qui le surprenait par sa force. Cette fillette avait risqué sa sécurité pour sauver un inconnu. Dans son monde de trahison et de calcul, ce geste désintéressé prenait une dimension presque sacrée. Le soir même, Madame Chen reçut la visite d'un notaire distingué, porteur de nouvelles incroyables. Un oncle dont elle ne se souvenait même pas lui léguait un petit restaurant dans le quartier des Brotteaux. 50 couverts, cuisine équipée, appartement à l'étage. Elle pleura de joie et d'incrédulité, serrant Jade contre elle. « Tu vois, ma chérie, parfois les miracles existent vraiment. » Jade, elle, gardait un secret. Depuis la veille, elle pensait sans arrêt à cet homme en costume noir qu'elle avait aidé. Il y avait eu quelque chose dans son regard quand il l'avait prise dans ses bras pendant la fusillade. Une douceur inattendue sous la dureté apparente. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle avait l'intuition que ce miracle n'en était peut-être pas vraiment un. Vincent suivait discrètement les progrès de la famille Chen. Ses hommes lui rapportèrent les détails. Madame Chen qui pleurait de bonheur en découvrant le restaurant, Jade qui l'aidait à faire l'inventaire, leur rire qui résonnait dans l'espace vide. Ces images lui procuraient une satisfaction étrange, différente de celle qu'il ressentait quand ses affaires prospéraient ou quand ses ennemis tombaient. 3 semaines plus tard, chez Jade, ouvrait ses portes. Vincent observa l'inauguration depuis sa voiture, garée dans une rue adjacente. Le petit restaurant se remplissait rapidement, attirant une clientèle de quartier séduite par l'authenticité de la cuisine de Madame Chen. Jade aidait sa mère en salle, son sourire illuminant chaque table qu'elle débarrassait. Ce soir-là, Vincent prit une décision qui aurait horrifié ses associés. Il entra dans le restaurant comme un client ordinaire, choisissant une table discrète près de la fenêtre. Madame Chen l'accueillit avec la politesse professionnelle qu'elle réservait à tous ses clients, sans le reconnaître dans ce contexte domestique. Mais Jade, elle, le vit immédiatement. L'enfant s'approcha timidement, un mélange de curiosité et de reconnaissance dans ses yeux noirs. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une petite voix. Vincent sourit, découvrant qu'il pouvait encore être ému par la simplicité d'un enfant. « Bonsoir, Jade. Comment va ta maman ?»« Très bien, merci. Elle est très heureuse maintenant. » Elle hésita un instant puis ajouta « Vous savez, je pense que vous n'êtes pas aussi méchant que les gens le disent. » Ces mots frappèrent Vincent comme un coup de poing. Dans la bouche de cet enfant, il portait une vérité brutale. Il était effectivement méchant, brutal même. Il avait fait des choses terribles pour bâtir son empire. Mais dans le regard de Jade, il voyait une version de lui-même qu'il avait oubliée, l'homme qu'il aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Madame Chen apporta le plat qu'il avait commandé, ces nouilles sautées aux légumes qui embaumaient la coriandre fraîche. « C'est délicieux », dit-il sincèrement. Et c'était vrai. Cette nourriture simple, préparée avec amour, avait plus de saveur que tous les repas gastronomiques qu'il prenait habituellement dans des restaurants étoilés. Pendant qu'il mangeait, Vincent observait cette famille qui avait trouvé un nouveau bonheur. Madame Chen rayonnait de fierté en présentant ses plats aux clients. Jade papillonnait entre les tables, transformant le service en jeu. Leur joie était contagieuse, réchauffant l'atmosphère du petit restaurant.
Vincent réalisait qu'il n'avait jamais ressenti cette forme de contentement simple, cette satisfaction qui ne venait pas de la domination ou de la possession, mais du partage et de la générosité. Quand il se leva pour partir, Jade le raccompagna jusqu'à la porte. « Monsieur, » chuchota-t-elle, « je sais que c'est vous qui nous avez aidés. » Vincent se figea, surpris par la perspicacité de l'enfant. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda-t-il doucement. Jade sourit, de ce sourire lumineux qui semblait éclairer toute la rue. « Parce que les vrais méchants n'auraient pas eu peur quand je leur ai dit de ne pas monter en voiture. Vous m'avez écouté. » Cette nuit-là, Vincent resta longtemps éveillé dans son penthouse, contemplant les lumières de la ville. Une question le hantait. Était-il encore temps de devenir l'homme que Jade croyait voir en lui? Ou était-il trop tard, trop profondément enlisé dans la violence et la corruption pour espérer une quelconque rédemption? Si cette histoire vous touche, si vous croyez qu'il existe encore des anges gardiens dans notre monde, même dans les endroits les plus inattendus, rejoignez notre famille sur cette chaîne. Partagez avec nous vos propres rencontres avec la bonté inattendue, ces moments où quelqu'un a changé votre vie par un geste simple mais courageux, car c'est dans ces connexions humaines que se cachent les plus beaux mystères de l'existence. Les semaines qui suivirent transformèrent Vincent d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque soir, après ces journées passées à orchestrer des affaires que la lumière du jour ne devait jamais éclairer, il se retrouvait inexorablement attiré vers le petit restaurant de la rue des Brotteaux. Pas toujours pour y entrer. Parfois, il se contentait d'observer depuis sa voiture, regardant Jade aider sa mère, leurs gestes synchronisés parlant d'un bonheur simple qu'il enviait secrètement. Cette routine nouvelle inquiétait Marcus. « Boss, vous devenez prévisible. C'est dangereux. » Vincent acquiesçait sans répondre, conscient que son lieutenant avait raison. Dans son monde, les habitudes étaient des faiblesses que les ennemis exploitaient. Mais quelque chose en lui résistait à cette logique implacable, quelque chose qui réclamait ces moments de paix volés à sa vraie nature. Un soir de novembre, alors que la bruine rendait les rues luisantes comme du cuir noir, Vincent entra dans le restaurant plus tard que d'habitude. L'endroit était presque vide. Seuls restaient deux couples âgés savourant un thé fumant. Madame Chen l'accueillit avec sa gentillesse habituelle, mais il remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue qui alourdissait ses gestes. Jade, elle, semblait préoccupée, moins pétillante que d'ordinaire. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'installant à sa table habituelle. Madame Chen hésita, puis avoua d'une voix lasse. « Des hommes sont venus aujourd'hui. Ils disent que le quartier change, que mon bail ne vaut plus rien. Ils proposent de racheter le restaurant. » Vincent sentit ses mâchoires se crisper. « Quels hommes ?» Madame Chen décrivit 3 individus en costume sombre, parlant français avec un accent de l'Est. Des Russes, probablement. Vincent connaissait leur méthode. Cette nuit-là, au lieu de rentrer directement chez lui, Vincent fit un détour par ses bureaux. Il alluma l'ordinateur de Marcus et fouilla dans les bases de données que son organisation entretenait sur les activités criminelles de la région. Les Kozlov, une famille de Bratva installée à Lyon depuis 5 ans, spécialisée dans l'extorsion et le blanchiment d'argent par l'immobilier. Ils grignotaient méthodiquement le 6e arrondissement, rachetant les commerces à vil prix pour les transformer en façades légales. Vincent étudia les photos des 3 frères Kozlov. Dimitri l'aîné avait cette brutalité primaire typique des criminels de l'Est. Sergueï, le cadet, compensait son manque de cervelle par une violence gratuite qui terrifiait même ses propres hommes. Quant à Boris, le benjamin, il cachait une intelligence redoutable derrière des airs de playboy. Ensemble, ils formaient une machine à broyer les petites gens, exactement le genre d'adversaire que Vincent méprisait le plus. Le lendemain matin, Vincent convoqua Marcus dans son bureau. « Les Kozlov sont devenus un problème », déclara-t-il sans préambule. Son lieutenant consulta ses notes. « Ils restent sur leur territoire, ne touchez pas à nos affaires. Pourquoi s'en occuper maintenant ?» Vincent tourna son fauteuil vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait sous ses yeux. « Parce qu'ils emmerdent des gens qui ne le méritent pas. » Cette réponse surprit Marcus. Vincent Moreau ne s'était jamais posé en justicier. Il protégeait ses intérêts, éliminait ses rivaux mais n'intervenait jamais par pure philanthropie. « Boss, avec tout le respect que je vous dois, depuis quand on fait de la charité ?» Vincent se retourna, et Marcus frissonna en croisant son regard. Il y avait là une détermination froide qu'il n'avait vue que lors des guerres de territoire les plus brutales. « Arrange un rendez-vous avec Dimitri Kozlov. Terrain neutre. Le Sofitel, bar du dernier étage. Ce soir, 22 h. Marcus hocha la tête, sachant qu'il était inutile de discuter quand Vincent prenait ce ton.
Mais il ne put s'empêcher d'ajouter « Et si les négociations échouent ?» Vincent sourit, de ce sourire glacial qui précédait généralement les pires décisions. Alors on passera au plan B. Le Sofitel dominait Lyon de ses 40 étages, son bar panoramique offrant une vue imprenable sur la ville illuminée. Vincent arriva en avance, choisissant une table d'angle qui lui permettait de surveiller toutes les issues. Il commanda un whisky japonais et attendit, calculant mentalement les différents scénarios possibles. Dimitri Kozlov était prévisible dans sa brutalité, mais pas stupide. Il comprendrait le message. Dimitri arriva avec 20 minutes de retard, flanqué de 2 gorilles qui semblaient sortis d'un film de série B. Costume mal coupé, bijoux voyants, attitude agressive. Tout en lui criait le parvenu qui compense ses complexes par l'ostentation. Il s'installa face à Vincent avec un sourire carnassier, commandant de la vodka comme pour affirmer ses origines. « Monsieur Moreau » commença-t-il dans un français hésitant, « j'espère que vous avez une bonne raison de me déranger. » Vincent but une gorgée de whisky avant de répondre, savourant le silence tendu qui s'installait. « Votre petit business dans le 6e arrondissement commence à m'agacer, Dimitri. » Le Russe haussa les épaules avec une fausse désinvolture. « On ne marche pas sur vos plates-bandes. Simple récupération immobilière. Simple extorsion, vous voulez dire. » Vincent posa son verre avec une précision calculée. « Il y a un restaurant, chez Jade. Vous allez laisser cette famille tranquille. » Dimitri éclata de rire. Un rire gras qui attira l'attention des autres clients. « Pour qui vous vous prenez? Le protecteur des faibles ?» Ces gardes du corps ricanèrent, pensant que leur patron dominait la situation. Vincent ne scia pas. « Je me prends pour quelqu'un qui n'aime pas répéter ses consignes. » Il fit glisser une enveloppe sur la table. « Dedans vous trouverez des photos intéressantes. Votre fils Alexei, 14 ans, qui sort du lycée Saint-Marc tous les jours à 16 heures. Votre épouse Katharina qui fait ses courses au Monoprix de la Part-Dieu tous les mardis matins. Votre mère Olga qui vit dans cette jolie maison de retraite à Villeurbanne. » Le sourire de Dimitri s'effaça instantanément. Ses mains se crispèrent sur la table, mais il ne toucha pas à l'enveloppe. Vincent continua d'une voix égale. « Je ne menace jamais les familles, Dimitri. Contrairement à vous, j'ai des principes, mais mes hommes sont parfois imprévisibles. Surtout quand leur patron est contrarié. » Le message était clair. Vincent pouvait atteindre les Kozlov partout, n'importe quand. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» demanda Dimitri, sa superbe envolée. Vincent se pencha légèrement en avant. « Que vous disparaissiez du 6e arrondissement. Complètement. Définitivement. En échange, je ferme les yeux sur vos autres activités, pour l'instant. » Il se leva, laissant un billet de 50 € sur la table. « Vous avez 48 heures pour déménager vos affaires. Après ça, on passe aux choses sérieuses. » Dimitri resta figé tandis que Vincent s'éloignait, escorté par Marcus qui était resté en retrait durant toute la conversation. Les autres clients du bar avaient senti la tension sans en comprendre les enjeux, mais l'atmosphère resta électrique longtemps après le départ des 2 hommes. Dans l'ascenseur qui les ramenait au parking, Marcus ne put contenir sa curiosité. « Boss, ce restaurant, il y a quelque chose de spécial ?» Vincent contempla son reflet dans les parois mirées de la cabine. « Juste une gamine qui m'a sauvé la vie, et qui me rappelle que j'étais peut-être quelqu'un d'autre avant de devenir ce que je suis. » Ces mots résonnèrent dans le silence feutré de l'ascenseur, portant en eux le poids d'une révélation que Vincent n'avait jamais formulée, même pour lui-même. Le lendemain soir, Vincent se rendit chez Jade plus tôt que d'habitude. Le restaurant bourdonnait d'activité, les clients semblaient détendus. Madame Chen l'accueillit avec un sourire soulagé. « Les hommes ne sont pas revenus aujourd'hui, » dit-elle simplement. Vincent hocha la tête, commandant son plat habituel. Jade s'approcha avec sa spontanéité coutumière. « Maman dit que nos problèmes se sont arrangés tout seuls. Vous croyez au miracle, monsieur Vincent ?» Il regarda cet enfant qui continuait de le voir avec des yeux purs, malgré tout ce qu'il était. « Maintenant, oui, » répondit-il sincèrement. 6 mois s'écoulèrent dans cette étrange routine qui transformait Vincent Moreau sans qu'il s'en rende vraiment compte. Ces soirées chez Jade étaient devenues un rituel secret, une parenthèse de normalité dans une existence tissée de violence et de calcul. Madame Chen le traitait désormais comme un membre de la famille, lui gardant sa table habituelle et préparant parfois des plats qui ne figuraient pas au menu. Jade avait perdu sa timidité initiale, bavardant avec lui de ses cours, de ses lectures, de ses rêves d'enfant. Mais cette transformation silencieuse n'échappait pas aux yeux exercés de son entourage professionnel. Marcus observait avec inquiétude ces changements subtils chez son patron.
Vincent était moins impitoyable dans ses décisions, plus enclin à chercher des solutions négociées plutôt que radicales. Lors de la dernière réunion avec les lieutenants, il avait refusé d'éliminer un débiteur récalcitrant, préférant lui accorder un délai supplémentaire. Le boss devient tendre, murmurait-on dans les couloirs, et cette rumeur était dangereuse dans un monde où la faiblesse attirait les prédateurs. Un soir de mai, alors que Lyon baignait dans la douceur printanière, Vincent arriva chez Jade pour découvrir le restaurant fermé exceptionnellement. Un écriteau manuscrit indiquait « Excusez-nous, problème familial ». Son instinct se réveilla immédiatement. Il composa le numéro de Marcus. Vérifie ce qui se passe avec les Chen. Maintenant, en moins d'1 heure, il avait sa réponse. Jade était à l'hôpital, victime d'un accident de vélo. Fracture du crâne, coma artificiel, pronostic incertain. Vincent conduisit comme un fou jusqu'à l'hôpital Édouard Herriot. Il trouva Madame Chen effondrée dans une salle d'attente, ses mains tremblantes serrant un mouchoir trempé de larmes. En le voyant, elle se jeta dans ses bras avec la spontanéité du désespoir. « Monsieur Vincent, ils disent qu'ils ne savent pas si elle va se réveiller. » Sa voix se brisait sur chaque mot. Vincent la serra contre lui, sentant sa propre gorge se nouer d'une émotion qu'il ne maîtrisait plus. Il passa cette nuit-là à l'hôpital, arpentant les couloirs aseptisés, négociant avec les médecins pour obtenir le meilleur neurologue de France. L'argent ouvrait toutes les portes, même celles des unités de soins intensifs. Quand il put enfin voir Jade, allongée dans ce lit trop grand pour elle, entourée de machines qui bipaient doucement, quelque chose se brisa définitivement en lui. Cet enfant qui avait sauvé sa vie gisait là, fragile comme un oiseau blessé, et il se sentait complètement impuissant. Les jours suivants se fondirent en une attente insoutenable. Vincent avait installé Madame Chen dans une suite de l'hôtel Intercontinental, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Il avait fait venir les meilleurs spécialistes d'Europe, transformant la chambre de Jade en centre de soins ultramoderne. Mais malgré tous ses efforts, malgré tout son pouvoir, il ne pouvait que regarder et espérer. C'est durant cette période que Vincent reçut un visiteur inattendu. Chen Wei, un homme de 60 ans, au regard perçant, se présenta comme le père de Madame Chen. Ancien général de l'armée populaire chinoise, il avait quitté la Chine après la répression de Tiananmen et vivait discrètement à Vancouver. « Ma fille m'a parlé de vous », dit-il d'une voix mesurée. « Elle pense que vous êtes un homme bon qui fait de mauvaises choses. Moi, je pense que vous êtes un homme mauvais qui découvre la bonté. » Cette distinction troubla Vincent. Chen Wei poursuivit. « Jade m'a raconté comment elle vous a sauvé. Mais peut-être que c'est vous qui l'avez sauvé en retour. » Lui donner une raison de croire en la bonté humaine. Le vieil homme se leva pour partir, puis se retourna. « Si ma petite fille se réveille, que ferez-vous de cette seconde chance qu'elle vous aura donnée ?» Cette question hanta Vincent durant les 3 jours suivants. Jade dormait toujours, et les médecins parlaient maintenant de lésions irréversibles possibles. Madame Chen avait cessé de pleurer, comme vidée de toutes ses larmes. Vincent restait des heures à son chevet, lui parlant de projets d'avenir qu'il inventait pour conjurer le sort. « Quand tu te réveilleras, on ira voir la tour Eiffel. Tu m'as dit que tu n'y étais jamais allé. » Le 5e jour, alors que Vincent sommeillait dans le fauteuil près du lit, une voix faible le réveilla. « Monsieur Vincent ?» Jade avait ouvert les yeux, ses pupilles encore dilatées par les médicaments, mais conscientes. Vincent appela immédiatement les infirmières, puis prit la petite main de l'enfant dans la sienne. « Tu m'as fait peur, petite crapule. » Jade sourit faiblement. « J'ai rêvé de vous. Vous pleuriez. » Vincent réalisa qu'elle avait raison. Ses joues étaient humides. La convalescence de Jade dura 2 mois. Vincent passa ce temps à réorganiser sa vie de fond en comble. Il légalisa une partie de ses activités, se séparant des plus violentes pour se concentrer sur l'immobilier et les investissements technologiques. Il créa une fondation pour les enfants hospitalisés, dirigée officieusement par Madame Chen. Ses lieutenants grognaient, mais n'osaient contester ouvertement ses décisions. Le jour où Jade put enfin quitter l'hôpital, Vincent l'attendait avec une surprise. Une nouvelle voiture, mais pas pour lui, pour Madame Chen, afin qu'elle puisse conduire sa fille à l'école en sécurité. « C'est trop », protesta Madame Chen. Vincent secoua la tête. « Rien n'est trop pour ma famille. » Il avait prononcé ces mots naturellement, sans y réfléchir, mais ils portaient une vérité profonde. Jade, encore fragile mais déterminée, insista pour rouvrir le restaurant dès que possible. « Les gens nous attendent », dit-elle avec cette sagesse précoce que l'épreuve lui avait donnée. Vincent l'aida à redécorer l'établissement,
ajoutant une fresque murale où des enfants de toute nationalité se tenaient par la main autour d'un globe terrestre. Au centre, une petite fille aux traits asiatiques tendait la main vers un homme en costume sombre. L'inauguration de la réouverture attira tout le quartier. Vincent observa la scène depuis l'extérieur, n'osant entrer de peur de ternir cette joie collective par sa présence. Mais Jade l'aperçut et courut vers lui, ignorant les recommandations médicales. « Vous devez couper le ruban avec maman et moi. C'est notre famille maintenant. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Vincent comme une absolution qu'il n'espérait plus. Cette soirée-là, pour la première fois depuis des années, Vincent mangea sans vérifier les sorties de secours, sans analyser chaque visage nouveau. Il était simplement un homme qui dînait avec sa famille choisie, écoutant Jade raconter ses projets pour devenir médecin, pour aider les enfants comme moi. Madame Chen lui servit un thé spécial, mélange secret de sa grand-mère, et Vincent savoura cette simplicité retrouvée. En rentrant chez lui ce soir-là, Vincent contempla une dernière fois Lyon depuis son penthouse. Demain, il annoncerait sa retraite progressive des affaires, confiant ses opérations légales à Marcus et liquidant définitivement les autres. Il avait 44 ans et une fortune colossale. Mais surtout, il avait découvert quelque chose de plus précieux, une raison de mériter la confiance d'une enfant. Son téléphone vibra. Un message de Jade, écrit avec l'orthographe approximative de ses 10 ans. « Merci de m'avoir sauvé quand j'étais malade. Maintenant, on est quitte. » Vincent sourit en lisant ces mots. Non, il n'était pas quitte. Il lui devrait toujours cette révélation que la rédemption était possible, même pour quelqu'un comme lui. Cette histoire vous a-t-elle touché? Croyez-vous qu'une rencontre peut transformer un destin? Partagez avec nous vos réflexions sur ces moments où la vie nous offre une seconde chance. Abonnez-vous à notre chaîne si vous pensez que l'humanité mérite toujours qu'on y croie, même dans les endroits les plus sombres. Car parfois, il suffit d'une petite main tendue pour ramener quelqu'un vers la lumière.